Bonjour, je vous propose de me présenter, non pas pour le plaisir de me présenter, mais ça permettra d'introduire le sujet de la gouvernance. Je m'appelle Antoine Maillot, j'ai 68 ans, 4 enfants, 8 petits-enfants. Je suis un membre de la famille Mullier, cette famille qui a généré au fil du XXe siècle et encore aujourd'hui un grand nombre d'entreprises, depuis les plus grosses que vous connaissez, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, etc., jusqu'à une foultitude de petites entreprises, y compris énormément de TPE et de PME. Donc, un écosystème extrêmement vaste. Et dans cet écosystème, j'ai été pendant 25 ans particulièrement en charge de mettre en place et de faire fonctionner ce que j'appelle une gouvernance efficace. Je résumerai cette gouvernance en disant que c'est tout faire pour nous éviter, à nous les dirigeants, de rester seuls. C'est extrêmement vrai en eau calme, mais ça prend aussi tout son sens en eau trouble. Et vous tous qui avez vécu le Covid en ce moment, vous voyez ce dont je parle. J'ai coutume de dire que quand j'avais 20 ans, je m'étais juré de ne jamais travailler pour ma famille, cette famille Mullier. J'ai donc eu 3 parties dans ma carrière. Une première au service du monde agricole, une expérience qui m'a beaucoup marqué, au Burkina, en Afrique, où j'étais amené à faire ce que nous appelions de la conscientisation, c'est-à-dire aider des communautés villageoises africaines à prendre conscience de ce qu'ils vivaient, pour les aider à mettre en place elles-mêmes des solutions collectives. Cette première partie s'est poursuivie dans le monde agricole en France. J'ai ensuite, dans une deuxième partie, rejoint le groupe Danone pendant à nouveau 13 ans, où curieusement j'ai appliqué les mêmes méthodes qu'en Afrique, à savoir aider des ouvriers qui étaient soumis à des exigences de productivité industrielle énormes, avec souvent des plans de licenciement, les aider à reconstruire leur futur. Nous avions la chance, je dois dire, de pouvoir le construire, ce futur, à l'intérieur de l'écosystème de Danone. Et puis, en 91, je reçois un coup de fil de ma famille, où on m'explique que nos aînés prennent peur. Un syndrome assez classique qui nous guette chacun d'entre nous. Lorsqu'on prend de l'âge, dans la balance entre la peur et la confiance, c'est parfois la peur qui l'emporte. Je constate que quand un dirigeant prend de l'âge, il passe du plaisir de la prise de risque à la peur de perdre ce qu'il a construit. Je répète, un dirigeant, lorsqu'il prend de l'âge, passe du plaisir de la prise de risque à la peur de perdre ce qu'il a construit. Et chez mes oncles et cousins aînés, cette peur se manifestait de la façon suivante. Attention, ça peut toucher certains d'entre vous. J'ai peur que nos enfants ne soient pas capables de reprendre le flambeau, ne soient pas capables de reprendre ce que nous avons construit, ce que moi, le fondateur, j'ai construit. Méfiance assez classique dans la relation parent-enfant. Nous sommes les moins bons juges de la capacité de nos enfants parce que nous les avons connus gamins, insupportables, etc. Donc nous avons une relation particulière avec eux. Alors quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à un consultant. Alors j'ai rien contre les consultants parce que j'en ai beaucoup utilisé dans ma carrière, mais en l'occurrence en 91, celui auquel ils ont fait appel n'a rien trouvé de mieux que de leur dire « Eh bien, puisque vous avez peur, vendez tout ». Alors on nous annonce ça en AG, ce qui est un grand classique, attention, dans beaucoup d'entreprises. J'ai peur de perdre ce que j'ai construit. Le mieux, c'est que je vende, comme ça je pourrais sauver le patrimoine que j'ai construit. Vous le savez peut-être, nous sommes une famille extrêmement nombreuse. C'est assez classique dans les familles ch'tis. Aujourd'hui, nous sommes 800 cousins, actionnaires de notre écosystème. À l'époque, nous étions environ 300. Alors nous nous sommes réunis à une quinzaine de cousins. Le plus jeune avait 25 ans. J'étais l'aîné, j'avais 42 ans. Nous nous sommes rebellés contre ce diktat et nous nous sommes posé une question pendant 1 an. Cette question, la voici.
pourquoi, pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire pourquoi faire, et pour qui voulons-nous rester ensemble dans les 20 ans. Alors vous remarquerez qu'on ne s'est pas posé la question à 5 ans, on ne s'est pas posé la question à 10 ans, on s'est posé la question à 20 ans. Je crois que c'est la particularité d'une famille, c'est-à-dire nous nous sommes posé la question à une génération. J'ai été emballé par cette question qui m'a fait oublier la promesse que je m'étais faite à 20 ans de ne jamais travailler pour ma famille. Parce que j'ai trouvé que cette question du pourquoi me renvoyait évidemment à la question du sens de ma vie, du sens de mes engagements. Et Dieu sait si les jeunes, vous le savez encore mieux que moi aujourd'hui, sont sensibles à cette question du sens. Pour quoi faire et au service de qui voulions-nous rester ensemble? La dimension collective était très importante pour nous. Et c'était la première fois que nous faisions un exercice de ce qu'on appelle maintenant une vision. C'est-à-dire se projeter dans le futur. Se projeter dans un futur qui est toujours au-delà de l'horizon des contraintes immédiates. Il est clair que si nous nous projetons à 5 ans, on sera tous obsédés par la sortie du Covid et donc on sera incapable d'avoir un rêve enthousiasmant. C'est la raison pour laquelle, dans toutes nos entreprises, nous recommandons des visions à au moins 10 ans. Et nous, en tant que famille, je rêvais, en fermant les yeux, à ce que je voulais préparer, par exemple, pour ma fille aînée. Dans 20 ans, elle aurait 28 ans. Et qu'est-ce que j'avais envie de lui proposer? Cette vision nous a pris 1 année, à raison d'1 réunion par mois. À l'époque, j'habitais Milan pour Danone. Et nous nous retrouvions à refaire le monde et nous avions demandé à nous exprimer en Assemblée Générale. On nous a dit « vous aurez 5 minutes et pas 1 minute de plus ». Alors on a simplement exprimé un certain nombre de « nous voulons ». Nous voulons continuer l'aventure de nos parents, nous voulons continuer à accompagner les entreprises existantes, nous voulons susciter de nouvelles entreprises, dont certaines pourraient être suscitées par nous-mêmes dans le cadre d'une tontine collective. Nous voulons nous impliquer comme salariés, nous voulons nous impliquer dans la gouvernance, etc. Et à l'issue de cette présentation de 5 minutes, curieusement, nous avons été applaudis par ceux-là même qui, 2 ans avant, avaient manifesté leur défiance, comme s'ils nous avaient posé un défi. Vous savez, comme en cours de récré, pas cap, et on a répondu « nous voulons ». À l'issue de cette année de travail, on m'a demandé de me présenter aux élections du conseil de gérance de l'association familiale Mullier, qui est un conseil de 7 personnes qui coordonne toutes nos activités. Et donc, j'ai pendant ces 25 ans été particulièrement en charge de mettre en place une gouvernance appropriée, ce que j'appelle une gouvernance efficace, dans chacune de nos entreprises, qu'elles soient très grosses ou de la taille d'une start-up. Et je terminerai cette introduction en évoquant à nouveau ce que c'est pour moi qu'une bonne gouvernance. Ne jamais laisser un dirigeant seul face à ses décisions. Ne jamais laisser un dirigeant seul, non seulement dans les difficultés, mais y compris dans les bons moments. Parce que c'est malheureusement aussi dans les bons moments qu'on commet des erreurs. Ça, vous le savez tous, encore mieux que moi, c'est quand on se développe fort qu'on est rattrapé par ces problèmes de BFR, par exemple. Et c'est là que beaucoup d'entreprises déposent le bilan ou au moins ont des difficultés avec leurs banquiers. Donc voilà, cette gouvernance dont je vais vous parler dans une vidéo ultérieure, c'est donc la nécessité de mettre en place cette petite équipe de 3 à 4 personnes extérieures à l'entreprise qui vont vous servir de contre-pouvoir. Vous y verrez que je parlerai d'un grand C. Regardez cette feuille, un grand C, c'est tout ce que vous pouvez mettre derrière la lettre grand C. Que ce soit conseil de surveillance, conseil d'administration, comité d'accompagnement, comité stratégique, comité d'excellence, tout ce que vous voulez, pourvu que ce soit extérieur à vous-même, extérieur à votre entreprise.
Je fais un petit point là-dessus. Certains d'entre vous ont sans doute des comités de direction, d'autres ont simplement des collaborateurs. Et c'est bien sûr le premier contre-pouvoir auquel nous pouvons tous faire confiance. Pourtant, je pense qu'il y a une limite au contre-pouvoir des collaborateurs. C'est le risque de la complaisance. C'est le risque du phénomène de cour. C'est-à-dire qu'à un moment, certains de nos collaborateurs peuvent avoir la tentation, vous le savez, de nous dire ce que nous avons envie d'entendre et non pas la vérité. C'est pour ça que je prêche pour mettre en place, en face de tout dirigeant, ce fameux grand C. Comme je vous l'ai indiqué, conseil de surveillance, conseil d'administration, tout ce que vous voulez. À côté du mot contre-pouvoir, j'utilise aussi le mot contrefort. Si Notre-Dame ne s'est pas effondrée lorsqu'elle a brûlé, c'est en partie parce que de chaque côté, elle est dotée de 7 contreforts. Et ce grand C, ce sont nos contreforts. Pourquoi Notre-Dame a-t-elle des contreforts? Dans les églises gothiques, c'est ce que m'ont expliqué les architectes, il faut des contreforts parce que l'idée de l'architecte de l'époque est que le bâtiment aille le plus haut possible vers le ciel. Donc le contrefort, au fond, il est là pour nous aider, nous les dirigeants, à grandir. Il y a une deuxième image que j'aime bien, je suis ingénieur agro de formation, c'est l'idée du tuteur de l'arbre qui n'est pas là pour emmerder l'arbre, mais qui est là pour l'aider à grandir et à résister, en particulier quand les vents sont forts. Nous allons donc parler de l'importance que vous vous dotiez d'un contre-pouvoir ou de contreforts puissants. Nous en verrons successivement les missions, comment on peut idéalement composer son grand C, puis je vous transmettrai quelques bonnes pratiques, et enfin nous réfléchirons à l'intérieur des 2 instances que constitue le comité de direction d'une part autour de son patron et le grand C d'autre part autour de son président, nous réfléchirons au rôle très particulier du tandem patron-président. Voilà pour cette introduction, donc je vous donne rendez-vous, pour ceux qui en ont le courage, à visionner une vidéo qui dure un tout petit peu plus d'1 heure et qui va nous permettre de maintenant rentrer plus à fond dans le sujet du pourquoi, quoi, comment, et puis cette réflexion, cette méditation sur le rôle particulier du tandem président-dirigeant. À bientôt!